Bonsoir, merci d'assister à ce live Studirama TV consacré ce soir au master spécialisé Forêt, Nature et Société avec option Management International de l'école d'ingénieurs Agro-ParisTech. Pour en discuter, je reçois ce soir Maya Leroy. Bonsoir Maya. Bonsoir. Vous êtes enseignante-chercheur à Agro-ParisTech et référente académique pour ce master spécialisé. Alors 3 mots-clés, forêt, nature et société, j'ajouterais écosystème forestier. Dites-nous tout sur les objectifs de cette formation. Alors les objectifs de la formation, c'est avant tout de former des gens à la gestion de l'environnement et en particulier aux écosystèmes à l'international. Pourquoi on est centré sur les forêts? Parce que les écosystèmes très fragilisés actuellement, parce qu'il y a une très très grande pression pour tout un tas de demandes sociales, économiques, soit pour les ressources qu'ils génèrent, soit leur territoire. Et donc ces écosystèmes sont sous une pression de plus en plus importante et savoir les gérer, savoir comment faire pour permettre de maintenir leurs ressources et de faire que leur territoire puisse être le mieux possible géré et préservé, c'est un enjeu majeur. Or les forêts, puisqu'on travaille surtout sur des écosystèmes forestiers, donc sur des écosystèmes terrestres, on travaille un peu moins sur des écosystèmes marins. Les forêts ont des fonctions énormes. D'abord, elles captent le carbone, le CO2 et produisent de l'oxygène. Donc pour le changement climatique, c'est essentiel. Elles sont des habitats pour tout un tas d'espèces. Elles ont énormément de biodiversité. Elles régulent les hydrosystèmes. Elles régulent le climat, la pluie. Bref, c'est des enjeux majeurs. Donc pour nous, l'enjeu, c'est d'avoir des experts qui soient capables et d'avoir des stratégies et de négocier pour manager ces écosystèmes, en particulier à l'international, parce qu'il est vrai que dans le système mondialisé dans lequel on est aujourd'hui, les échelles purement locales ou purement nationales ne suffisent pas. Ça veut dire qu'il y a des enjeux internationaux, parce que les forêts, on en a beaucoup, nous, sur notre territoire, mais ça irrigue le monde, c'est le poumon de la planète. Donc ce MS est appelé à offrir des opportunités à l'international ? Énormément, énormément. En fait, la majorité de nos étudiants travaillent sur des enjeux internationaux. Ils peuvent être en poste à l'international pour un certain nombre d'entre eux, ils peuvent être en poste à l'étranger ou parfois dans les dom-toms. Et quand ils sont en France, souvent ils travaillent sur des enjeux internationaux. La majorité des élèves qui sortent de chez nous, effectivement. Ce qui les amène à voyager à travers le monde ? Oui, ils voyagent. Alors déjà, on a une formation qui est là pour leur apprendre à travailler dans ces contextes. Donc on a une pédagogie tout à fait particulière. Les étudiants commencent leur début de formation à Kourou, donc en Guyane. Dès le début de la formation ? Dès le début de la formation, dès le mois de septembre. Et donc pourquoi Kourou? Parce que c'est une zone d'abord où Agro-ParisTech a des infrastructures, mais surtout c'est en pleine Amazonie. C'est le territoire européen de l'Amazonie. Et donc c'est déjà pour avoir un premier contact avec ce milieu. On a vraiment une formation très imprégnée avec énormément de terrain. Et donc de voir non seulement la complexité que peut être le travail de recherche et scientifique sur ces milieux, mais aussi les enjeux qu'ils posent, y compris sur un territoire français, puisque c'est un DOM, où il y a aussi des enjeux de développement, etc. etc. Donc ça, c'est la première immersion, on part en Guyane pendant un mois. Ensuite, les étudiants vont dans la filière à Nancy de notre école, puisque là, historiquement, c'est là qu'ont été formés les ingénieurs forestiers. Des ingénieurs forestiers qu'on a formés pour le territoire français, mais qu'on a beaucoup formés à l'étranger aussi, puisque c'est une école ancienne, elle a formé des forestiers pour les États-Unis, elle a formé des forestiers dans beaucoup de contextes à l'international. Et notre spécialisation qui est à Montpellier, qui travaille en articulation avec Nancy depuis longtemps, a formé beaucoup de cadres dans la plupart des pays d'origine francophone, Afrique, Asie du Sud-Est, etc. Donc on a aussi un réseau de partenaires internationaux très important, avec des gens qui sont devenus ministres, qui ont eu des postes en plus de responsabilité, qui ont monté des bureaux d'études, etc. Alors le passage donc à Nancy, c'est leur permettre de comprendre les dynamiques économiques et politiques du secteur forestier dans des enjeux internationaux, et puis de comprendre aussi le savoir-faire français de la gestion forestière, puisqu'on est spécialisé sur les aménagements, ce qu'on appelle multifonctionnels. Donc c'est vrai qu'on a un savoir français qui s'exporte,
Et donc ça, c'est important que, même si on ne deviendra pas des spécialistes de la gestion forestière, pour ça on forme nous des ingénieurs en 3 ans, hein, mais les étudiants qui viennent dans ce MS ont le contact du coup avec ce milieu professionnel, avec la compréhension de ce qu'on fait quand on mobilise ces apprentissages. Voilà. Ensuite, on part à HEC, on est à Paris, les étudiants sont à Paris. Alors pourquoi on a fait cette collaboration avec HEC ? Pour une raison essentielle, c'est que ces nouveaux métiers de l'environnement et de gestion de l'environnement, c'est des métiers aussi à inventer. C'est des métiers qui, dans les contextes internationaux, sont aussi des questions sociales, d'économie sociale et solidaire, hein, on peut le dire aussi dans beaucoup de cas, de développement, hein, d'enjeux de développement, mais aussi à des échelles très locales, avec des contraintes face à la pauvreté, etc. etc. HEC, qu'est-ce que ça donne comme possibilité? C'est que c'est des capacités d'inventer et de manager, de créer aussi des nouveaux entrepreneuriats dans l'enjeu de la formation en gestion de l'environnement. Parce qu'en fait, l'association qu'on a fait avec HEC, c'est pas tout HEC, c'est une formation qui s'appelle Alter Management, qui travaille donc en particulier sur l'économie sociale et solidaire. Et donc, c'est un contact très enrichissant pour nos étudiants, puisqu'on en a presque un tiers, hein, on en a 25% qui viennent des écoles de management, d'être dans cette articulation et cette collaboration qu'on a montée avec HEC depuis 5 ans maintenant à peu près. En Kourou, Montpellier, HEC. Paris, voilà, et on n'a pas fini. Donc ensuite, on va à Montpellier, et là, ils ont vraiment le gros de l'enseignement qui va leur permettre de préparer ce qui est le cœur, en fait, de l'application de la formation, qui est un stage d'évaluation d'un projet environnemental à l'international, sur le terrain, pendant 3 semaines de terrain, 1 à 2 semaines de préparation, 1 semaine de rédaction après. Et là, on est allé en Inde, au Maroc. Là, on ira dans les Balkans cette année. Et là, c'est vraiment évaluer un projet. On veut des experts qui soient capables d'évaluer des projets d'environnement. Ça veut dire qu'ils soient capables de négocier, d'analyser, d'avoir des diagnostics, etc. On est très exigeant, en fait, parce que c'est vraiment des métiers très compétitifs à l'international. Donc, il faut vraiment être susceptible de faire ce travail. Et donc, on les met en conditions réelles. Il y a des partenariats hein, avec des partenaires qui s'engagent hein, et qui nous demandent un engagement. Il faut des résultats, le rapport est attendu. Souvent, c'est des rapports à rendre en anglais. Et donc, nos étudiants se trouvent en situation d'expertise d'un projet. Donc, pour vous donner des exemples, lorsqu'on était en Inde, on a travaillé sur des agroforêts à café où il y a des poivriers, etc., dans des zones où avec le développement du café se modifie beaucoup et des pressions changent beaucoup, avec des entreprises qui se mettent aussi sur le coup, comme Nespresso, comme plusieurs entreprises qui viennent et qui ont des enjeux économiques très forts. Hein. Donc nous, on travaille sur des questions environnementales, mais c'est ce que je vous disais dès le départ, parce qu'on est dans des enjeux et des pressions énormes, donc avec toujours des enjeux économiques et sociaux énormes. Voilà, donc il faut des étudiants costauds qui apprennent à faire ça sérieusement. Et c'est vrai qu'on est très exigeant. Donc, des globetrotters déjà. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est des globetrotters, c'est vrai qu'il faut qu'ils sachent s'adapter, mais il faut qu'ils sachent être aussi productifs en situation. Donc on passe comme ça par des phases, il y a un crescendo en fait dans la formation jusqu'à ce stage collectif qui est très encadré, hein. Les enseignants partent avec eux, on a des collaborateurs sur le terrain. Au Maroc, c'est pareil. Là, dans les Balkans, c'est pareil. C'est un programme européen. Au moment de l'adhésion d'un certain nombre des pays, Kosovo, Monténégro, dans l'adhésion à l'UE, donc il y a des enjeux d'adhésion. Et là, par exemple, on va travailler sur une indication géographique, c'est-à-dire comment créer des possibilités d'avoir des produits de filière plutôt agricoles, hein, très spécifiques, un peu comme les AOC, si vous voulez, un peu comme les produits terroirs, mais pour ces zones-là qui ont des enjeux écologiques forts et sociaux forts, qui vont pouvoir permettre de créer aussi des filières spécifiques au moment où ces pays rentrent dans l'Union, ou demandent l'adhésion à l'Union européenne. Mais si je vous entends, ce n'est pas simplement des séjours d'observation, c'est des stages, enfin c'est des séjours d'implication réelle dès la première minute. Hein, Ah oui, c'est pas du tout, on n'a pas beaucoup de temps, on a 1 an. Hein. 1 an pour faire des experts, ça s'invente pas, donc il faut vraiment qu'ils soient mis dans les contextes réels où ils pourraient faire cette expertise. Donc il n'est pas question de survoler les situations. Hein. Donc il y a beaucoup de données à traiter, il y a beaucoup déjà de traitement et de préparation du travail en amont,
Quand ils arrivent sur le terrain, ils présentent aux partenaires le programme qu'ils ont l'intention de mettre en place, le type d'entretien qu'ils vont faire auprès des populations ou auprès des institutions ou auprès des structures, les types d'observations, la façon dont ils vont croiser ces données, quel type d'attendu il y a, etc. Donc il y a une présentation du projet du stage à l'arrivée avec les partenaires, il y a le travail de terrain et de traitement, il y a une première restitution avant leur départ aux partenaires pour montrer leurs premiers résultats, et ensuite ils rentrent, ils rédigent et ils produisent le rapport final. Donc on est vraiment, voilà, donc c'est des longues journées de travail, hein, on ne peut pas dire, mais en général ils sont passionnés, parce que justement on n'est pas en salle et on ne fait pas des exercices académiques, on fait du vrai projet. Marion vous demande de préciser des cas concrets des métiers dans le domaine des écosystèmes, des écosystèmes. Oui. Et Emma vous demande de préciser ce qu'est le management des écosystèmes. Alors, les métiers concrets, peut-être en passant par les métiers concrets, ça va aider. Donc, il faut savoir qu'on a quand même une bonne partie de nos étudiants qui vont être employés dans le système public ou parapublic. Pourquoi ? Parce que c'est des secteurs qui sont historiquement les secteurs qui géraient ces milieux. Et donc, il y a une demande d'expertise, de compétences complémentaires, etc. Alors, j'intègre les collectivités locales, d'accord ? Donc, ça veut dire qu'on a quand même 17 à 20% des étudiants qui vont vraiment travailler à des gestions de parcs nationaux, de réserves, de choses comme ça. Ça existe. On a l'impression que dès qu'on fait de l'environnement, ça, c'est un peu le rêve qui n'existe pas. Non, nous, nos étudiants, on n'en a quand même pas la majorité, mais on en a entre 15 et 20% selon les années, qui sont quand même sur ces secteurs d'activité. Après, la plupart du temps, c'est beaucoup plus d'être intégré dans des structures, y compris des entreprises, qui vont avoir une fonction responsabilité sociale et environnementale et qui vont devoir, sur la question environnementale, être beaucoup plus ouvertes et éclairées, pouvoir ajuster, par exemple, des filières productives à des enjeux écologiques, voilà, donc on a ce type de métier. Par exemple, ça peut être sur des secteurs productifs comme le cacao, pour faire un cacao qui soit beaucoup plus écologiquement acceptable. On peut l'avoir aussi sur des secteurs de l'énergie. On a aussi des gens qui travaillent sur le développement rural dans des contextes sud où on intègre en fait les contraintes des populations locales pour faire des propositions innovantes d'un point de vue technologique qui vont avoir des impacts environnementaux limités et des impacts sociaux importants, enfin au sens positif. Hein. On peut aussi travailler pour des structures qui améliorent, par exemple dans le secteur forestier, l'utilisation de la façon dont on fait l'exploitation forestière. On peut avoir, par exemple, on a aussi des étudiants qui travaillent à TFT, qui eux travaillent beaucoup. Donc c'est Trust. Alors ils ont changé de nom. C'est en anglais. Voilà, bon, c'est un acronyme. Et donc eux, par exemple, typiquement, ils travaillent sur les entreprises qui posent des problèmes, par exemple autour de la question du palmier à huile, où en fait ils donnent des conseils pour pouvoir passer à des types de plantation et d'utilisation et d'exploitation beaucoup moins impactantes qu'elles ne le sont actuellement. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, je crois que j'ai fait le tour. Donc, on a en gros du service public, de la collectivité locale, de l'entreprise. Ah, et j'ai oublié les organisations non gouvernementales. Et là, il y en a pas mal. Donc, il y a les organisations de certification, par exemple, qui sont de plus en plus des enjeux, hein, de certifier des filières, de certifier un peu qui relève de ce que je vous avais dit avant. On a des grosses ONG comme VVF, on a des étudiants qui travaillent au VVF par exemple, et puis après il y a tout un tas d'organismes d'ONG voilà, donc ça c'est à peu près 15% aussi des employeurs. Et puis les entreprises c'est 27% à peu près. Le master spécialisé a une particularité, c'est qu'il est reconduit chaque année par la conférence des grandes écoles. Il est
accrédité, CGE. C'est un vieux master spécialisé. Oui. Vous faites partie de cette, oui, on en est très fiers d'ailleurs. En fait, le master Forêt Nature Société, on l'a créé en 2004. On avait un master spécialisé avant, mais beaucoup plus technique, sur les savoirs forestiers très techniques. Maintenant, on travaille vraiment de façon beaucoup plus large, vraiment sur des enjeux de management, c'est-à-dire créer des organisations, déployer des nouveaux formats. On n'est plus du tout sur une gestion purement technique. Des savoirs. Nos étudiants sont d'abord formés à avoir des stratégies adaptées, créer des organisations nouvelles, répondre aux exigences environnementales et sociales. Et donc, depuis 2004, en fait, c'est cette orientation qui a été prise. Donc, vraiment, où la valence environnementale en priorité, mais aussi sociale, pour déployer en fait un savoir sur la gestion de ces milieux et sur la diminution de leurs impacts est au cœur en fait des métiers. Donc depuis 2004, ça fait pas mal d'étudiants sortis. Et puis il faut savoir aussi qu'on s'appuie, je vous ai donné le réseau des écoles, mais nous spécifiquement à Montpellier, on est quand même un groupe qui forme aussi d'autres types de profils. On forme des ingénieurs agroparitech, on forme des masters recherche. Cursus ingénieur classique. Cursus ingénieur classique, on forme un master classique aussi, et on travaille sur la gestion des écosystèmes à l'international. Donc ça, c'est des apprentissages qui se font aussi sur d'autres formations, avec d'autres valences, moins managériales que l'EMS, et qui fait qu'on a quand même un énorme réseau. Montpellier, c'est aussi le cœur de l'international. C'est avec Wageningen en Europe, c'est le cœur de toutes les formations à l'international. Donc il y a un énorme réseau de professionnels et aussi de chercheurs sur ce champ-là. Mais cette longévité démontre quels sont les besoins qui ont évolué, parce que vous avez adapté votre MS, pas forcément l'intitulé, parce que le mot derrière le mot forêt, manifestement, il y a un spectre très très large d'opportunités qui ne se concentre pas que sur la forêt. C'est sûr. C'est sûr. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a enlevé le mot forêt de l'option management, nature, société à l'international. Parce qu'il s'avère que comme on donne des outils, on donne des compétences, on donne des savoir-faire sur cette thématique, en fait, ces capacités de diagnostic, ces capacités de négociation, ces capacités de déploiement de stratégie, elles peuvent se déployer sur des écosystèmes zones humides, où il y aurait par exemple, je ne sais pas, des tourbes, des deltas, les grands deltas où il peut y avoir peu d'arbres, et puis on commence à travailler sur les aires protégées marines aussi, parce que j'imagine que le public le sait, il y a des gros enjeux aussi sur la mer qui commencent à se déployer. Ce n'était pas notre métier de base, mais dans cette entrée par le management, on a un outillage, on a vraiment des compétences tout à fait utilisables dans d'autres contextes. Beaucoup de questions sont posées sur les profils. Oui. Vous avez un public, vous visez un public un peu spécifique. Oui. Vous n'êtes pas hostile à des parcours un petit peu atypiques. Alors, comment intègre-t-on ce MS et quelles sont les modalités de sélection, mais surtout au départ, quels sont les diplômes requis? Alors, déjà, il faut Bac+5. Voilà, on a une condition sine qua non édictée par la conférence des grandes écoles. Et donc en gros, on a 40% d'ingénieurs, des gens qui sont déjà formés ingénieurs, des ingénieurs qui peuvent être largement agronomes, forestiers, bois, enfin bon, ça c'est à peu près 2 tiers. Et puis on a 1 tiers d'ingénieurs qui peuvent venir tout à fait d'autres secteurs de l'ingénierie, télécom, centrale, des ingénieurs un peu généralistes quand même, centrale, polytechnique, vraiment des ingénieurs larges. Ça c'est 40% de nos étudiants. Qui ont suivi une dominante en lien avec cette formation ou complètement Non, qui peuvent avoir fait vraiment des formations d'agronomes purs. On a eu quelques ingénieurs agroparitech qui sont venus après chez nous, mais c'est rarissime. On a dû avoir, sur 10 ans, on a dû avoir 2 étudiants, quoi. C'est pas la majorité de nos étudiants qui viennent dans ce MS. C'est plus large que ça. Mais il y a des agronomes, il y a des industries, des gens spécialistes du bois aussi. Bon, ça c'est 2 tiers de nos ingénieurs. Il y a des ingénieurs par contre arts et métiers, des ingénieurs généralistes, donc voilà, 40%. 35%, ce sont des gens qui ont des formations de biologistes, d'écologues. Donc ça, ces écologues, ça veut dire des gens qui sont allés de façon assez pointue
sur l'apprentissage et les données sur le monde biologique, etc., mais qui ne savent pas du tout passer à la phase opérationnelle terrain. Qu'est-ce qu'on fait de ces savoirs? Donc ça, c'est 35% de nos étudiants. Et puis on a encore 25%, et ça c'est de plus en plus une catégorie qui monte, des managers. Ça veut dire des gens qui viennent des écoles de management, qui peuvent aussi venir des IEP, des instituts de politique, de Paris. On a eu des étudiants de Sciences Po Paris. Études politiques. Oui. On a des gens de IEP Lille. Donc, et puis, on a moins nombreux, mais on peut avoir de temps en temps un économiste, un anthropologue, voilà. Donc, vous voyez, c'est assez large, mais c'est un trio gagnant. C'est-à-dire, on a, grosso modo, on a un gros tiers d'ingénieurs, un tiers d'écologues et un tiers de managers. Et ces trois pôles de savoir mis ensemble pour travailler de l'expertise et pour produire du résultat, c'est très, très, très efficace. Donc, ils apprennent aussi énormément. En plus, comme on se débrouille pour qu'ils aillent dans les écoles qui, d'une certaine façon, tous, à chaque moment, à l'origine de chacun d'entre eux. Puisque à HEC, on a les gens du management. Quand on est au début à Kourou, on a quand même beaucoup d'apprentissage, beaucoup de choses sur l'écologie. Et puis les ingénieurs, c'est aussi un peu le cœur de métier d'AgroParisTech. Bref, ces trois valences sont excessivement efficaces pour faire fonctionner la promotion. Il y a Alexandre qui a manifestement un diplôme d'ingénieur en électronique et qui souhaite, dans le cadre accéder à une reconversion, se reconvertir, et demande si cette formation lui est accessible. Alors, sur le principe, oui. D'accord. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il envoie un CV très précis. Ce qui est très, très important, c'est la lettre de motivation. Parce que, si vous voulez, beaucoup de gens se préoccupent des questions d'environnement, d'écologie. Mais parfois, c'est pas l'idée pas encore bien structurée, le métier, la profession vers laquelle ils veulent aller. Voilà. Donc, on demande quand même que vraiment les étudiants aient déjà réfléchi à ça clairement avant. Et donc, c'est vrai qu'on va être très attentif à la lettre de motivation. Et puis, il y a un oral, de toute façon, à passer. Et donc, on est ouvert. Hein. Je vous dis, c'est un tiers, grosso modo. Donc, et puis, les ingénieurs généralistes, on en a eu régulièrement. Donc pourquoi pas? Il faut qu'il travaille son projet professionnel pour expliquer pourquoi il veut aller vers la gestion de l'environnement, vu d'où il vient, et comment il voit ce levier, et quel investissement, et comment il imagine ce métier. Et j'espère que ce que j'explique aujourd'hui va les aider à rendre réel, en fait, ce travail. Le projet professionnel, il l'exprime dans le dossier ou dans la lettre de motivation? Au début, dans la lettre de motivation le plus souvent, bien sûr au début le contour est toujours beaucoup plus flou qu'à la fin, puisque tout notre travail aussi c'est de les aider à structurer ça. Hein. Et on est aussi très exigeant là, pareil, du point de vue des méthodes, c'est-à-dire qu'ils ne partent pas en entreprise, en stage ou en collectivité ou que ce soit, sans avoir défendu leur projet. Donc le moment de la thèse professionnelle, ils ont 4 à 6 mois pour le faire. Ça se défend devant un jury, c'est-à-dire qu'ils vont expliquer quels vont être les objectifs, dans quel contexte ils vont travailler, quels sont les attendus, comment ils vont mettre en œuvre ce travail, voilà. Donc il y a vraiment une forme de proposition à leur employeur potentiel de ce qu'ils sont capables de faire dans le temps de cette thèse professionnelle. Et ça, c'est très efficace aussi. Ça permet aussi une bonne négociation avec l'employeur potentiel après, puisqu'un certain nombre d'entre eux, c'est pas systématique, mais un certain nombre d'entre eux peuvent faire que leur thèse professionnelle, le lieu de leur thèse professionnelle devient leur lieu d'emploi. Laetitia est diplômée d'un master recherche en sciences de la matière, option chimie. Elle a voyagé, s'est impliquée pendant 1 an en tant que bénévole dans un projet qui vise à protéger les gibbons en Thaïlande. Elle souhaite faire de la protection des forêts, son métier. Son profil peut-il correspondre à cette formation? C'est pareil, on dira pas non a priori. Elle a un niveau d'ingénieur. Non, elle est universitaire, master recherche. Elle a un niveau master recherche, donc elle a un niveau bac plus 5 costaud. Alors, elle n'est pas en sciences biologiques, mais voilà, c'est chimie, donc c'est pas, si elle a travaillé sur des questions de toxico, pourquoi pas. Elle a fait une vraie expérience de terrain.
Le Kourou, voilà. Balkan. Donc tout je pense qu'a priori il n'y a pas de raison voilà, c'est typiquement des profils qui peuvent intéresser dans notre formation. Après bien sûr on est exigeant au moment de la sélection, mais on fermera jamais la porte à des profils comme ça. Il lui reste à préciser son projet professionnel. C'est pareil, il faut qu'elle précise son projet professionnel. Laurent, lui, est en revanche, il sort d'une grande école de management. Oui. Il ne dit pas laquelle, mais il cherche à acquérir des compétences scientifiques dans le domaine en matière d'environnement. S'il expose son projet professionnel, est-ce qu'il vient manifestement chercher une double compétence scientifique qu'il n'a pas eue au cours de sa formation? Est-ce que vous aimez ce genre de parcours? Alors ça c'est typique des étudiants qui viennent du management. Moi je suis enseignant-chercheur en sciences de gestion, hein, donc je connais bien les questions de management. Et donc, bien sûr, ce profil-là est ouvert, mais attention, on ne donne pas une formation d'ingénieur technique. Hein. C'est-à-dire qu'on gère une transition, c'est-à-dire qu'on permet à des gens qui viennent du management de manager des questions environnementales, mais ils ne vont pas devenir des ingénieurs forestiers ou des ingénieurs de la technique, où là, il faut 3 ans de formation là-dessus. Par contre, pouvoir, dans des situations organisationnelles, se concentrer sur une problématique environnementale, comprendre les contraintes qu'il y a, travailler avec des spécialistes là-dessus et pouvoir être efficace en management sur cette question, oui. Mais il n'aura pas en 1 an une formation de 3 ans d'ingénieur forestier pur. Une appétence quand même. Voilà. Mais par contre, il aura énormément d'éléments sur les contraintes, les savoirs, ce qu'ils impliquent. Pourquoi c'est toujours passionnant avec les étudiants qui viennent du management parce qu'ils ont fait souvent du développement durable, c'est très large, de la responsabilité sociale de l'entreprise et en fait ils ne mesurent pas la densité en fait des savoirs, des contraintes qu'il y a quand on veut gérer un écosystème. Et ça ils le découvrent chez nous. Et donc à partir de ce moment-là, ils savent vraiment ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire ensuite en entreprise sur ces questions-là. Et ça, c'est très efficace. On a eu vraiment des étudiants qui venaient de ces profils et qui ont été en fait complètement sidérés en fait, de comprendre que c'était au-delà de ce qu'on leur fait faire en développement durable habituellement dans ces écoles. D'ailleurs, les étudiants de HEC, on en a 2 à 4 par an dans l'échange qu'on fait avec HEC qui viennent chez nous. Et dans notre cursus du MS. Ils arrivent en janvier, ils arrivent à partir de janvier et ils restent avec nous jusqu'à la thèse professionnelle. Après, ils font la thèse professionnelle avec HEC. Enfin, leur formation, ils la finissent avec HEC. Donc ça participe, ils viennent chercher donc, le côté pratique. Absolument. L'aspect conceptuel de l'environnement qu'ils ont eu, ils viennent le mettre en pratique. Oui, de façon très pratique, parce que si vous voulez, pour eux, jusqu'à présent, c'est quelque chose de très flou, c'est un peu lâche. Là, on est sur du terrain, on est sur des milieux, on est sur des contraintes physiques, biophysico-chimiques, j'ai presque envie de dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'on ne traite pas ça de façon, de façon conceptuelle. C'est vraiment de la pratique, c'est du développement durable pratique. Dès le début, parce que certes, le propre d'un MS, c'est d'avoir une thèse, enfin d'un stage de longue durée, mais vous les plongez dedans dès le début. Voilà. Il commence plus tôt, parce que pour partir à Kourou en septembre... Il commence, oui, c'est tout début septembre, des fois même l'avion part le 28 août. Ah oui, donc la formation, elle commence là-bas. Ah oui, la formation se commence... Pas pour les HEC, hein. Les HEC, ils viennent chez nous qu'en janvier. Mais nos étudiants MS réguliers, oui, bien sûr. Et vous les voyez pas avant? Ah mais moi je les rejoins là-bas. D'accord, donc les cours commencent là-bas. Les cours commencent là-bas. Alors ça suppose une organisation d'enfer parce que souvent un master spécialisé s'inscrit ou dans un projet à la suite d'une formation, certes, parfois dans un projet de vie parce qu'on est établi. Ça demande une logistique d'enfer. Oui. Et d'hébergement, de logistique, de financement aussi. Ça c'est sûr. Alors le financement, on a un financement qui intègre tous les déplacements, hein, puisque c'est nous qui gérons les partenariats, donc on ne demande pas aux étudiants de payer en plus. Hein. C'est-à-dire que quand on part en Guyane, quand on part dans les Balkans ou en Inde, tout cet argent est inclus dans la formation. Il n'y a pas d'augmentation du prix. Hein. Le master est à 8005, quelles que soient les destinations et qu'on aille à Kourou ou pas. Donc ça, voilà. Ensuite, bien sûr, il faut qu'ils se logent comme quand ils se logent à Paris ou à Montpellier et qu'ils se nourrissent, voilà. Encore que dans le stage collectif, très souvent,
On collectivise les repas quand on est sur le terrain, donc ça coûte très très peu cher. Et puis en Guyane, on a des lieux pour les héberger. Donc en fait, en Guyane, ils n'ont pas besoin de chercher. Quand ils sont à Nancy, Mais il faut financer ça quand même. L'hébergement, c'est en supplément. Non. C'est dans les 8500 ? C'est intégré. Donc voilà, à Nancy par contre là, il faut qu'ils contribuent, bien sûr qu'ils payent, mais il y a aussi des offres on a du logement à AgroParisTech, donc généralement il y a des places, donc c'est quand même beaucoup moins cher. À Paris, ils se débrouillent. À Montpellier, ils se débrouillent parce que ils arrivent trop tardivement. On ne peut pas réserver des. Oui, c'est ça. On ne peut pas réserver par le Crous comme on le ferait pour d'autres ça on ne peut pas. Mais souvent ils se débrouillent assez facilement. Ils font des colocations. Et puis après, quand ils partent sur le terrain, on les prend en charge. Donc en fait, on les prend. C'est vraiment une formation haute couture à un prix défiant toute concurrence. Non, vraiment, c'est assez. Je ne sais pas combien de temps on tiendra encore ça, mais on y arrive parce qu'on a des partenaires engagés, parce que voilà. Et de longue date. Et puis qu'AgroParisTech a des implantations à Kourou, des implantations à Nancy, des implantations à Montpellier. Donc c'est vrai qu'ils bénéficient pour ça d'une école qui est très déployée sur le territoire, et ça aide. Et c'est vrai qu'on veut faire profiter nos MS de ce que notre institution a comme richesse historique. Globalement, quel budget à prévoir ? 8500 et quelques à peu près. Après, tout dépend comment chacun a envie de vivre son quotidien. Après, c'est le prix logique d'une chambre et de la façon dont on se nourrit. Les transports, Nancy c'est sur le centre, donc on se déplace à pied. Montpellier, tous les étudiants se déplacent à vélo parce qu'il fait très beau. Ou la majorité en tout cas. Non, il n'y a pas. Et Paris, c'est Paris, quoi. Une question d'Antoine qui vous demande s'il est accessible, sans transition, en formation continue. C'est de la formation continue, les MS, globalement. On a quand même... ce que vous voulez dire, c'est par alternance ? Non, les entreprises qui financent. Oui, ça arrive, oui, bien sûr. Mais de toute façon, les MS, globalement, sont des formes de formation continue. C'est souvent une formation initiale, voilà. C'est-à-dire qu'ils prennent en charge leur scolarité. Voilà, c'est ça. En fait, on a quand même une majorité d'étudiants qui n'ont pas d'expérience professionnelle quand ils arrivent chez nous. Mais on en a quand même presque 20% qui ont de l'expérience. Et là, ça varie de 1 an d'expérience à beaucoup plus. Donc on en a qui ont été payés par des entreprises, Air France, Société Générale. J'aurais pas pensé à ces entreprises. Et que Forêt Écosystème, j'aurais pas pensé à ces entreprises. Mais c'est vrai que... Non, il y a des fonctions RSE maintenant. Donc le spectre de débouchés est quand même très très large. Ah oui, mais c'est des métiers qui sont en plein déploiement. C'est vraiment... donc on est en surveillance permanente de où nos étudiants trouvent du travail, quelles sont les boîtes qui les recrutent, comment ça bouge, ceux qui veulent aussi monter des entreprises, comment ça se passe, ça commence à être un enjeu. Dans ce domaine en particulier. Voilà. Donc c'est le grand avantage des MS, c'est que ça permet aussi de suivre de façon très intensive la dynamique des métiers. Et de voir comment sur des enjeux comme ça on se déploie. Non, c'est tout à fait intéressant. C'est vraiment des métiers qui s'inventent aussi aujourd'hui. Question essentielle, combien accueillez-vous d'étudiants ? Alors c'est des petites promotions, on ne dépasse pas les 15 étudiants en fait. D'accord. On pourrait pas avoir ce niveau d'encadrement, cette exigence de travail avec des gros amphis en fait. On est vraiment obligé, c'est un encadrement de près. Donc voilà, c'est grosso modo, c'est à peu près ça sur le master. Donc là, une formation de luxe dans le domaine de l'environnement, avec un petit effectif. Globetrotter, combien de temps à Kourou ? 1 mois. 1 mois à Kourou. Un mois, un petit peu plus un gros mois à Nancy, un gros mois à HEC. Après, ils viennent à Montpellier. Là, c'est là où ils restent le plus longtemps. Ils restent donc de janvier à avril, sauf que quand même, on part 3 semaines sur le terrain. Oui,
Donc là, cette année, c'est au Balkan. Donc cette année, c'est au Balkan. Oui. Donc, une richesse de débouchés, une richesse d'opportunités. Vous pensez à accroître quand même quelques places, ouvrir quelques places, ou vous resterez toujours... Mais en fait, la grande question, c'est qu'on a besoin d'étudiants qui sont capables d'être adaptables, de travailler en anglais, parce que ça, je ne l'ai peut-être pas assez précisé, mais il faut absolument être... Vous jugez le niveau de langue à l'entrée? Oui, on vérifie. Ben oui, puisque quand on fait des stages comme... On est à l'international, donc à l'international, la littérature est en anglais, même la littérature... Le rapport est à rendre en anglais. Le rapport est une fois sur deux à rendre en anglais. Bon, on l'a fait l'année dernière au Maroc, ça allait en français, mais je veux dire, il y a quand même beaucoup de cas où il faut rendre le rapport en anglais, donc il faut pouvoir écrire, il faut pouvoir faire des entretiens auprès des institutions, auprès des populations locales en anglais. Bon, après, on peut avoir des traducteurs quand on a des cas en Inde. Si les populations les plus pauvres, elles ne parlent pas forcément anglais. Là, on va avoir des traducteurs, mais les traducteurs vont traduire en anglais. Donc, de toute façon, voilà. Donc, anglais obligé. Donc, l'anglais est vraiment obligatoire. Quels sont vous jugez, TOEIC, TOEFL, à l'entrée? Oui. On a un score? Oui, on est assez souple. On vérifie vraiment. On fait aussi des entretiens oraux, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'entretien qui va à un moment switcher en anglais. C'est-à-dire on commence l'entretien en français, puis à un moment on parle en anglais, pour aussi vraiment, en dehors du score, vérifier vraiment la capacité un peu spontanée de répondre en anglais. Parce qu'autant les diplômés des écoles de management et d'ingénieurs, parfois l'exigence du TOEIC, un score au TOEIC, au TOEFL est exigé pour l'obtention du diplôme. Universitaire, ce n'est pas toujours le cas. Oui, sauf que dans le domaine de la biologie, en fait, la production scientifique, elle se fait tout en anglais aujourd'hui. Et ça a énormément augmenté la qualité de l'anglais de ces écoles. Et pour ceux qui viennent des sciences humaines et sociales, comme on a quand même plus de gens qui viennent des écoles de management ou des IEP, des sciences politiques, eux aussi font de l'anglais. Et les quelques rares, quand on a eu des anthropologues ou des économistes, en général, les anthropologues, c'est des gens qui aiment être en contact avec des populations multiples. Donc souvent, eux, ils sont même 3, 4 langues. Voilà. Et les économistes, en général, ils ne sont pas mauvais en anglais aussi. Donc c'est vrai que globalement, on n'a pas trop de problèmes. Mais c'est vraiment bloquant à l'entrée. C'est-à-dire qu'un étudiant qui n'a pas le niveau d'anglais, on ne peut pas le prendre. Le mot de la fin, en tout cas, c'est une formation, j'allais dire, pérenne, puisque la problématique des écosystèmes n'est pas prête de s'arrêter. Pas du tout. Et je crois que même on va avoir de plus en plus de demandes. Donc voilà, après il faut que les encadrants continuent à avoir les reins solides pour encadrer. Voilà, parce que c'est aussi beaucoup d'énergie pour les encadrants. On vient pas donner 1 heure en salle et puis on s'en va, quoi. Mais vous l'avez, en témoigne votre présence ce soir et votre témoignage. Merci de nous avoir présenté de manière très transparente cette formation. Merci à vous de l'avoir suivi. Maya Leroy, à très bientôt. Merci à vous très vite sur un live Studyrama TV. À bientôt. Au revoir. Au revoir.